La molécule du bonheur, l'hormone du bien-être. On a tous entendu ces surnoms pour la sérotonine. C'est une vraie star dans notre cerveau, pas vrai? Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Est-ce que cette réputation est vraiment méritée? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est la grande question. C'est l'idée qu'on retrouve absolument partout, dans les magazines, dans les discussions. Mais la science, qu'est-ce qu'elle en dit au fond? Pour le savoir, il va falloir plonger un peu au cœur de ce que les neurosciences nous apprennent aujourd'hui. Et attention, la réponse risque d'être surprenante. Et la réponse, la voilà. C'est un non catégorique. C'est direct, sans aucun détour. Les modèles scientifiques actuels sont formels. Réduire la sérotonine à une simple molécule du bonheur, eh bien c'est une simplification qui, scientifiquement, ne tient pas la route. Alors, pour vraiment comprendre le pourquoi du comment, on doit faire un petit voyage au cœur de la mécanique cérébrale. C'est en regardant de plus près comment les neurones communiquent entre eux qu'on va enfin découvrir le véritable rôle de la sérotonine. Allez, on y va. Il faut savoir que le cerveau n'a pas une, mais bien deux grandes manières de faire circuler l'information. D'un côté, une communication hyper rapide et très ciblée, et de l'autre, une communication beaucoup plus lente, beaucoup plus diffuse. Ce tableau, il résume tout. On a en quelque sorte deux équipes. D'un côté, les neurotransmetteurs, eux, ce sont les sprinters, action quasi instantanée, sur une cible unique, avec un message très simple, on active ou on désactive. Et de l'autre côté, on a les neuromodulateurs. Eux, ce sont plutôt les chefs d'orchestre. Leur action est lente, diffuse, et leur but, ce n'est pas de donner un ordre précis, mais de changer l'ambiance générale pour réguler des circuits entiers du cerveau. Bon, concentrons-nous d'abord sur la première équipe, les neurotransmetteurs. Il faut les voir comme la ligne directe, le service de messagerie express du cerveau. Ici, les mots d'ordre, c'est précision et immédiateté. L'action est phasique, c'est-à-dire par de courtes décharges ultra rapides envoyées à une cible unique. Leur rôle est binaire. Soit ils donnent le feu vert, comme le glutamate qui va exciter les neurones, soit ils appuient sur le frein, comme le GABA qui va les inhiber. C'est vraiment le système de l'action-réaction par excellence. L'analogie de la radio à courte portée, elle est parfaite pour ça. La communication est directe, d'un point A à un point B. C'est précis, c'est synchrone, il n'y a pas d'ambiguïté. Un message est envoyé, un message est reçu et l'action est déclenchée immédiatement. Point. Et maintenant, on change complètement de monde. On oublie la ligne directe et on s'intéresse au deuxième style de communication, celui des neuromodulateurs. Là, le mode opératoire n'a plus rien à voir. L'action est tonique, c'est-à-dire continue, soutenue. Le message n'est pas destiné à un seul neurone, non, il se diffuse lentement, un peu comme un nuage, à travers de très larges zones du cerveau. Son but, modifier l'état général, l'humeur de toute une région. Et qui est-ce qu'on trouve dans cette catégorie? La dopamine, la noradrénaline et bien sûr, notre fameuse sérotonine. C'est un peu comme un ingénieur du son qui ajuste ses potentiomètres. Les neuromodulateurs, ils ne crient pas un message urgent dans un micro, pas du tout. Eux, ils préparent le terrain, ils règlent le volume, ils ajustent la sensibilité des circuits et ils définissent le contexte général dans lequel l'information va pouvoir être traitée. Revenons donc à notre sujet principal. Cette citation, elle est sans appel. Le mythe de la sérotonine comme simple molécule du bonheur est, en fait, officiellement déboulonné par la science moderne. D'accord, on vient d'établir, preuves à l'appui, ce que la sérotonine n'est pas. Ce qui nous amène logiquement à la question la plus importante. Alors, quelle est sa véritable mission? Au sein de cette organisation incroyablement complexe qu'est notre cerveau, à quoi sert-elle vraiment? Eh bien voilà sa véritable identité. La sérotonine, ce n'est pas une émotion. C'est plutôt le grand connecteur, l'architecte de la communication dans notre cerveau. Son travail se décompose en 3 missions clés. Premièrement, connecter. La sérotonine va optimiser les interactions entre les différentes zones du cerveau. Deuxièmement, flexibiliser. Elle nous rend plus adaptables, moins coincés dans nos schémas de pensée. Et troisièmement, harmoniser. Elle joue le rôle de chef d'orchestre pour que tous les circuits communiquent de façon fluide et cohérente. En d'autres termes, la sérotonine ne crée pas le sentiment de bonheur. Elle agit bien avant ça. Elle construit et maintient l'infrastructure neuronale qui nous permet ensuite de ressentir et de réguler nos émotions de manière saine. C'est un manager, pas une émotion. Pour être bien sûr que le message est passé, récapitulons une dernière fois toutes ces idées fausses qu'il faut vraiment abandonner. Alors, on oublie définitivement ça. Premièrement, la sérotonine n'est pas la molécule du plaisir. Ce rôle, c'est plutôt celui de la dopamine. Deuxièmement, ce n'est pas une source directe de bonheur. Et enfin, on bannit cette expression beaucoup trop réductrice de molécule du bien-être.
Et tout ça, ça a des implications très concrètes, notamment sur la façon de comprendre les antidépresseurs. Non, les ISRS ne sont pas des pilules du bonheur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils aident le cerveau à retrouver sa flexibilité, sa stabilité fonctionnelle, ce qui permet ensuite à la personne de mieux gérer ses émotions. La nuance est fondamentale. Voilà. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le rôle de la sérotonine est bien plus subtil, bien plus fondamental que ce qu'on imagine. C'est un régulateur, un harmonisateur, un facilitateur, bref, un élément essentiel à notre équilibre mental. Et tout ça nous amène finalement à une question bien plus vaste. Si une idée aussi simple et répandue que la molécule du bonheur s'avère être une simplification excessive, qu'est-ce que ça nous dit sur l'incroyable complexité de nos vies intérieures ? La véritable leçon, elle est peut-être là.